en marginalisant la réflexion, en favorisant le mépris de la théorie, en banalisant l'irrationnel et l'absurdité, gouverner les émotions. Tout cela faisait très peur. Pourtant, c'était une responsabilité de démontrer que les choses étaient plus compliquées qu'on ne le supposait et que les formulations réductrices qui résumaient la réalité étaient aveuglantes. Et pour le démontrer, il fallait d'abord enquêter. Je l'ai fait. Je refusais de plier devant cette folie, j'ai réfléchi, posé des questions. Ainsi s'est construite une recherche-responsabilité qui m'a conduite à problématiser un mouvement social interdit, porté par une population minorisée et criminalisée dans un contexte de guerre. Vous avez compris qui je suis. Février 1995, j'ai rédigé la première question de ma recherche. Puis-je expliquer la mobilisation inédite en Turquie autour du mouvement kurde? Et la suite. Comment comprendre ce qui rend possible ce mouvement populaire? Seymourdan est le terme kurde pour nommer cette forme de soulèvement populaire. Sel signifie tête et Hildan signifie lever. Déclenché lors des funérailles de combattants kurdes, plusieurs actions de lever la tête avaient suivi. En quelques jours, le Seymourdan s'était propagé massivement dans toute la région dite Kurdistan Nord, celle qui est dans le territoire de la Turquie. J'ai finalement délimité ma problématique autour de la circulation socio-culturelle, historique et politique de cette organisation. Je voulais m'intéresser à sa réception, au sens donné à ses actions par la population, au sein de lesquelles elle s'est déployée et l'expérience émotionnelle qui en découle. Plus que les mécanismes organisationnels structurés dans le contexte de la guerre, je voulais saisir ce mouvement à travers les dynamiques de résistance sociale, autrement dit, à travers la mobilisation de ses ressources sociales, culturelles et historiques. C'est pourquoi, en privilégiant une perspective spatiale, j'ai manœuvré mon gouvernail vers le contexte social dans lequel s'est construit ce mouvement. Quand j'ai tourné mon gouvernail vers l'espace qui faisait vivre le mouvement social autour de cette organisation, j'ai vu que les vents m'étaient étrangers. La zone. C'est ainsi que l'appelaient les étudiants kurdes de mon université qui m'avaient aidé pour que je puisse contacter leur cercle familiaux. La zone de guerre. À mon avis, c'est la zone de combine, m'avait dit une fille faisant partie de ce cercle. Quelle combine? Je me souviens de son petit clin d'œil. Je n'avais pas compris. En 1995, quand je suis arrivée dans la région, des destructions de villages par le feu et des déplacements massifs étaient en cours. Entre 1993 et 1998, entre 3 000 et 5 000 villages et hameaux ont été détruits par les forces de l'État turc et plus de 2 millions de personnes ont été déplacées. Le tissu social des villages se déchirait. J'ai beaucoup bougé, entre les maisons, des villages, des provinces. J'ai eu peur. Partout, je sentais la mort. Des annonces quotidiennes des décès venaient des montagnes, lieux d'affrontement, etc., je pense. Comme si elle comprenait ma préoccupation, la mère d'une de mes amies m'avait dit « Les bandits sont partout, alors il faut bien cacher les trésors, surtout pour nos enfants. » Je n'ai jamais oublié sa voix. Il faut bien cacher les trésors. De quel trésor parlait-elle? Cacher comment? Depuis combien de temps? Que signifie cacher? J'ai aussitôt pensé à James Scott et à son analyse des textes cachés, ses discours, gestes et pratiques de résistance des groupes subalternes qui se déploient en coulisses de la vie sociale hors du regard des dominants.
Ça, c'est un extrait de l'époque. Il y a des espaces hors du regard dominant. Espace pour reprendre son histoire, sa langue. Espace pour reprendre sa parole. Espace de l'expression. Espace de critique informelle. Espace de solidarité. Espace de création. Espace de contre-discours. Espace de contre-culture. Au fur et à mesure, j'ai pu discerner ce qui réside en profondeur. Par pudeur, je me suis tenue à distance de ces trésors. Mais j'ai observé ce qui se transmettait, circulait, voyageait et se modifiait autour de mouvements curieux. Cette recherche m'a surtout enseigné les mécanismes de résistance socioculturelle internes des communautés kurdes qui ont pu faire vivre la mémoire de clandestine des révolutions et des violences d'État. J'ai encore 2 minutes? Oui, je dis ça. Une autre découverte rapide que j'avais faite au commencement de mes recherches était l'immense décalage entre l'officiel et le réel. Un exemple particulièrement significatif, celui des prénoms qui avaient été truquifiés. Je rencontrais souvent des villages de personnes qui n'utilisaient pas le prénom indiqué de leur carte d'identité. L'État m'appelle Aïssa, mais je m'appelle Berivan. Effectivement, tout le monde l'appelait Berivan. Je m'appelle Azat, mais officiellement j'ai un autre prénom que je déteste. La clandestinité ne signifiait pas le silence. Sinon, comment la musique pouvait avoir une place si capitale dans la vie quotidienne? Je parle de la musique en kurde. En observant ce quotidien, j'ai constaté que l'expression musicale en kurde n'était pas seulement le meilleur moyen de communication sociale, culturelle, artistique et politique, elle avait également une fonction structurante dans l'organisation sociale. Nourris, habillés, hébergés par la population, ils se promenaient de village en village pour raconter les légendes d'amour, mais surtout l'histoire maudite, celle de la population kurde, préservée depuis un siècle. Dengue Degbeş, Dengue Meye, m'avait dit une de mes autres. La voix de Degbeş est notre voix. À chaque séance, le public réagissait avec émotion, les têtes et les mains bougeaient. Quand le Degbeş s'arrêtait, les gens pleuraient. Je baissais la tête et je gardais le silence. Pendant longtemps, j'ai gardé le silence au milieu des hommes kurdes qui cachaient leurs larmes et des femmes qui se frappaient la poitrine. Cette émotion confirmait la résonance toujours vive de ces récits. Malgré le danger, les paysans continuaient à maintenir des relations avec leurs cousins au-delà des frontières. J'ai alors mieux compris la signification de certains vers tels que nos poules se mêlent entre elles, pas par l'ignorance, mais par pauvreté. On n'a pas chéri le passeport. Des solidarités familiales et financières se bâtissaient. J'ai entendu beaucoup d'histoires qui se déroulaient dans cet espace transfrontalier. Histoires d'amour, d'amitié, nomades, de serpents, de chevaux, de sages, de sorcières. L'organisation réussit à se mettre en scène tout en adaptant son message et ses actions aux attentes sociales. Goffman parlerait ici de la dramaturgie dans laquelle l'organisation prend un rôle en alignant ses messages avec les attentes ou aspirations de la population. Ça, c'est entre guillemets, il y avait un avant et un après. Cette phrase, je l'ai entendue plusieurs fois. Symbolisait-elle le silence brisé, la résistance entrée en scène? Comme si les femmes et les hommes avaient creusé la terre, ouvert leur coffre avant de parer leurs cous, doigts et oreilles d'éclats anciens
colliers, bagues, boucles, qui illuminaient ce qui reste, ce qui survit, ce qui circule. Le mouvement kurde avait réussi à lever le rideau. Le tableau qui apparaissait derrière n'était pas seulement une résistance de mise en scène, c'était la scène elle-même qui s'était métamorphosée, comme si le vent avait effleuré la braise et que la flamme avait tout emporté. Et dans le théâtre forum que j'ai observé durant plus de 3 ans, acteurs et spectateurs se réunissaient non seulement pour faire émerger les trésors des coulisses sur scène, mais aussi pour participer à la mise en scène politique. Devenu public, le texte se chargeait d'une dimension symbolique renforcée par des rituels et des symboles mythiques ou encore païens, contribuant à forger un nous collectif. Écraser la tête du serpent. Avec ce slogan officiel, en 1993, le pouvoir politique turc s'est livré à une campagne de répression à travers une série d'attaques coordonnées. Mais quel serpent, me suis-je demandé, en lisant les journaux et en pensant aux figures des serpents que je voyais sur les murs et les tapis de mes nombreuses enquêtées, traces de l'ancienne religion yézidi. En effet, les yézidis étaient associés à la représentation diabolique des serpents par les islamistes. Quand le représentant de Atatürk, il parlait d'un seul serpent et d'une seule tête, j'ai imaginé la scène sur laquelle s'improvisait une danse à 1000 têtes. J'ai alors longuement décrit sur mon carnet cette danse dans laquelle se manifestait un corps à 1000 têtes, laquelle d'entre elles serait écrasée. Tout est sur la grande table. Mes premières analyses, mes notes, mes interprétations, mes nouvelles questions. La table s'est cassée. La table s'est cassée. Je suis tombée par terre avec les matériaux de ma recherche. Je me suis retrouvée comme un de ces matériaux. C'est difficile d'écrire la suite. Ce livre ne peut pas porter tout ce qui s'est passé après. Comment résumer alors? Je vais essayer, suivez-moi.